Alors, dans l'histoire de la planète et de l'apparition de la vie, les premières plantes furent des algues, puis des mousses sorties des milieux aquatiques, il y a un peu moins de 500 millions d'années, avant de prendre d'autres formes au gré des mécanismes d'adaptation et d'évolution de ce vivant. Et aujourd'hui, le monde végétal est des plus foisonnants, des plus fascinants. Et si, arrimées au sol par leurs racines, les plantes semblent soumises au règne de l'immobilité, tout comme d'autres de leurs espèces, eh bien, à l'image des animaux et des humains, en réalité, ces plantes se déplacent, migrent, s'enracinent et s'acclimatent. Et vous allez voir, il ne manque pas de stratégies de migration dans cet univers, des stratégies conscientes ou inconscientes, volontaires ou inopinées, directes ou indirectes, comme vous allez le découvrir grâce au récit et au retour d'expérience de nos trois invités. Avec nous ce soir, Émilie Stoll, bonsoir. Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue au Muséum national d'histoire naturelle, vous êtes chercheuse au CNRS, spécialiste de l'Amazonie brésilienne. Et alors je vous laisse vous présenter peut-être de façon plus détaillée quand même pour notre public. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, en tant qu'anthropologue, j'ai vécu plusieurs années en Amazonie et plus spécifiquement au Brésil, où j'ai mené des enquêtes auprès de populations riveraines qui habitent au bord de la rivière Amazone, des populations autochtones, mais également des populations métisses. Et donc, mon objet d'étude depuis le début parle de migration, puisque ce sont des populations qui sont descendantes des différents flux migratoires qui sont arrivés en Amazonie. Et depuis 5 ans, j'ai coordonné le projet Exorigine, qui était un projet financé par la ville de Paris, et voilà, dans lequel on a, avec une équipe interdisciplinaire, étudié les liens qui existent entre l'immigration humaine et l'immigration des végétaux. Alors nous pouvons mentionner 2 de vos ouvrages, le collectif Les migrations des plantes, édité aux éditions Manuela, et puis donc Avenir, comme le disait Jeanne-Marie Manaranche il y a un instant, Avenir, la grande migration des plantes et des humains, que vous avez co-dirigé avec Romain Simonel et apparaître aux éditions Delachaux et Niestlé avec le Muséum. À vos côtés, Liliana Mota, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes artiste botaniste et vous avez choisi de travailler avec le vivant végétal. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ce besoin ou de la raison pour laquelle vous avez fait rentrer le végétal dans votre univers professionnel ? Oui, c'est vrai que je ne peux pas parler de moi-même sans parler de la famille des plantes auxquelles je me suis adoptée moi-même. C'est une famille des plantes qui s'appelle des Polygonacées, et c'est une rencontre avec une de ces plantes-là qui m'a fait... en fait, je trouvais cette plante magnifique. Je l'ai trouvée dans un endroit où il y avait des haies faites avec des thujas très bien coupées, et cette plante-là était dans un coin de rue d'une manière exubérante, avec des grandes feuilles, des grandes fleurs, justement dans cette époque de l'année, à l'automne, où il y a peu de fleurs qui restent encore dans les jardins. Et dans mon ignorance, j'ai demandé comment cette plante elle s'appelait, et ils m'ont dit c'est une saloperie. Et, je me suis complètement identifiée à cette plante. Et depuis, ça fait déjà une trentaine d'années, toutes mes recherches, tout mon travail est dirigé grâce à cette rencontre. Alors parlez bien au micro. Dans la direction du micro, voilà, mais parce que vous aurez de très belles histoires et des rencontres à partager avec nous, justement, avec votre humour et votre passion. Régis Christner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conservateur du Jardin botanique de Paris, agronome, et donc je vous laisse également vous présenter et nous parler peut-être de votre lieu de travail qui regorge d'outils pédagogiques exceptionnels. Oui, 4 lieux de travail, 4 très très jolis jardins dans Paris, à l'ouest et à l'est de la capitale. Le parc floral et l'arboretum de Paris dans le bois de Vincennes, le parc de Bagatelle et le jardin des Serres d'Auteuil dans le 16e arrondissement, bois de Boulogne, et limite du bois de Boulogne pour le jardin des Serres. Donc 4 jolis jardins, je me promène entre ces 4 sites.
je les anime plutôt que je les administre et j'essaye de trouver des plantes un peu nouvelles. Aujourd'hui, c'est 16 000 espèces et variétés de plantes conservées avec passion par des jardiniers hyper compétents. Et donc, on navigue dans cet univers-là et on essaye de le partager au plus grand nombre. Alors on va démarrer par vous. De façon naturelle, concrètement, Régis Christner, quelles sont les stratégies des plantes elles-mêmes, en fait, pour se déplacer ? Alors, se déplacer, c'est Jean-Henri Fabre, entomologiste, scientifique autodidacte et aussi poète, qui nous disait que tout ce qu'on peut imaginer dans le monde des insectes, eh ben, ça existe réellement. Et j'ai envie de le paraphraser sur le monde des plantes. Il y a deux façons de se déplacer dans le temps. Les migrations des plantes au fil des airs et dans l'espace. Et dans l'espace, il y a aussi plein de façons de se déplacer. À commencer par une façon toute simple, la multiplication végétative. Donc là, on ne parle pas de reproduction sexuée, on ne parle pas des graines, on va en parler tout de suite. Mais voilà, je propose tout sauf un cours sur le sujet. Je vous livre quelques anecdotes, à commencer par un palmier qui marche. Voilà. Socratea exorisa. Il est perché sur ses racines piliers et il a cette capacité dans le cadre de ruissellement, dans le cadre d'inondation, peut-être même voilà, sur sa propre façon de croître, à basculer sur lui-même, refaire des racines et avancer très timidement. Donc voilà, c'est le palmier qui marche littéralement et on rêve de le conserver au cerf d'Auteuil. On l'a pas encore, mais on va le trouver, c'est certain. Voilà. Je vous montre un haricot qui court. Oui. Alors la vitesse du palmier marcheur, bah, c'est au fil des inondations, voilà, c'est sur une génération humaine, vous l'aurez vu avancer de 10 ou 20 mètres, il va refaire une tête là où il va se réenraciner. Voilà. Le haricot qui court, alors lui il court relativement vite, Kennedia prostrata, il vient d'Australie. On le conserve au cerf d'Auteuil et est-ce que c'est une liane, est-ce que c'est un buisson? En tout cas, il est rampant, on a du mal à le qualifier et il se réenracine au fil de sa croissance. Et littéralement, on l'a vécu au cerf d'Auteuil, hein, dans notre cerf des plantes d'Australie. On l'a planté à un endroit et on essaye de le contenir, mais il se déplace littéralement et c'est assez charmant de le voir courir entre les protéacées de la serre australienne. Voilà. Donc un haricot qui marche, une salade qui nage. Pistia, alors là, pour le coup, elle peut avoir un caractère un peu invasif, envahissant. Sa stratégie, c'est une aracée, voilà, curieusement, une plante de la famille des aracées. Sa stratégie, c'est de se multiplier végétativement, de croître encore sur elle-même, jusqu'à, voilà, elle est devenue pantropicale, on la trouve partout, et elle arrive à boucher les barrages. Enfin voilà, elle a une dynamique de population végétative très, très, très significative. Et puis peut-être vous aurez entendu parler du clone Pando. Pando, ça veut dire je grandis en latin. C'est un peuplier dans l'État de l'Utah aux États-Unis qui mesure 43 hectares de surface, c'est-à-dire plus de 2 fois la surface du jardin des plantes. Un seul clone, un seul individu, la même génétique, avec des connexions racinaires dans tous les sens. Une seule plante qui s'est développée sur 43 hectares, une sorte de record végétal. Bon, 43 hectares, c'est pas très très rapide malgré tout comme déplacement. Les autres stratégies pour bouger dans l'espace, c'est la dissémination. Et j'attire votre attention là-dessus, se disséminer, s'émène la graine, c'est disperser ses graines. Donc voilà, ça passe par la reproduction sexuée et évacuer ses fruits, ses graines ou ses spores pour les mousses par exemple. Le vent, par l'eau, par les insectes, par les oiseaux. On en est là. La plante qui vole, c'est le pissenlit. On l'a tous vécu avec ses petits akènes qui partent au vent. La plante qui projette, Ecballium. Je ne sais pas si on le voit, c'est le concombre du diable. Un concombre sous pression qui mesure 4-5 cm, 6 bars de pression, c'est-à-dire bien au-delà de la pression de vos pneus, et qui a cette capacité de projeter littéralement à plusieurs mètres ses graines. Voilà, on va vous parler de plantes
Plein de stratégies. Voilà, d'autres stratégies. Une plante qui s'accroche, par exemple, Geum urbanum. Alors, elle s'accroche au poil des animaux. Ça peut être des animaux domestiques, un chat domestique, ça peut être le chien qui se promène, ça peut être le sanglier qui passe en forêt. Voilà une stratégie bien intéressante, hein, avec ces petits crochets. On les voit clairement sur la photo. Donc là, voilà, on prend l'ascenseur, hein, et c'est la zoochorie, on en profite pour faire des kilomètres. Un sanglier, ça fait 10 kilomètres dans la nuit. Donc les graines qui s'accrochent à un endroit tombent plusieurs kilomètres plus loin. Voilà une stratégie parfaite pour gagner de l'espace et gagner du territoire. Alors, on a plein d'autres stratégies. On peut parler des plantes qui roulent. Vous savez, dans notre imaginaire de l'Ouest américain, les plantes ne viennent pas de là, mais avec le vent, une forme d'anémochorie. Voilà, la plante roule. On a une plante qui est intéressante, qui s'appelle la falcaire commune, qu'on trouve jusque dans l'arboretum de l'école du Breuil, dans l'arboretum de Paris. La falcaire commune, en fait, elle a cette capacité de dissémination. C'est une ombellifère, c'est une apiacée, il faut dire maintenant. Et donc, les infrutescences sèches ont cette capacité à tourner sur elles-mêmes, et ça lui donne un statut invasif, envahissant, en tout cas une grosse dynamique de population dans les plaines du Grand Ouest américain. Ici, la falcaire commune, elle n'est pas commune du tout, elle est rare, elle a même un statut de protection, et dans l'Ouest américain, elle se dissémine à toute vitesse. Et bien d'autres exemples, bien sûr, on n'aura pas le temps de passer en revue ce formidable catalogue, en tout cas, et ce monde vivant. Pour donner à comprendre ces migrations végétales, Émilie Stoll et Liliana Mota, vous souhaitez partir d'un lieu qui vous est cher, que le public ici présent pourra voir ou en sortant de la rencontre, ou à d'autres moments, c'est partir de l'exemple du jardin des altérités. Alors c'est quoi ce jardin des altérités, Liliana Mota ? Alors, le jardin des altérités, c'est justement un endroit où Rapprochez-vous un petit peu, voilà, allez-y. Le jardin des altérités, c'est un jardin justement où on se pose la question de l'autre. C'est un jardin qui se trouve tout près d'ici, face à l'entrée de la Grande Galerie, et qui se trouve entre la maison Bouffon et la galerie de géologie du Muséum d'histoire naturelle. Ce jardin nous a été donné après avoir eu dans son sang un jardin d'exposition qui était en 1996, qui était dédié à Paul Jovet, un grand naturaliste, un éminent naturaliste du muséum, et aussi, surtout, un précurseur de l'écologie urbaine. Ce jardin a été conçu, le jardin ex origine a été conçu par deux anthropologues, Roman Simenel et Émilie Stoll, qui est ici, qui font appel à différentes personnes, à différentes disciplines, qualités professionnelles, pour pouvoir le réaliser. Donc, ce jardin retrace il a comme vocation de présenter ce qu'on appelle la diversité bioculturelle qui issue de la circulation des végétaux dans les trajectoires migratoires. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout ça raconte justement toutes ces relations qu'on a pu établir avec les plantes au long de toute une trajectoire humaine et des sociétés. Il y a combien ces plantes-là peuvent décrire des choses que peut-être éventuellement nous on ne connaît pas, et à quel point nous avons approprié de ces plantes. Ce jardin-là, il est constitué des parterres, des différents parterres. Il y en a 6 en total. Et chaque parterre a une description, une qualité. Par exemple, on a les plantes emblématiques de la France. C'est une des premières parterres. Et dans cette parterre, on va trouver, entre autres, la matricaire, le bleu et le coquelicot, qui sont des plantes qui sont arrivées de l'Extrême-Orient, pour le coquelicot par exemple. Pour la matricaire, c'est plutôt le nord-ouest
asiatiques et américains, donc des plantes venues d'ailleurs, évidemment des plantes qui sont venues d'ailleurs depuis très très longtemps, puisqu'elles sont rentrées après le néolithique à la première pratique d'agriculture que les hommes ont fait. Donc ces plantes-là qui accompagnent les céréales, on les appelle des plantes messicoles. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, sur des terrains complètement dévastés par la guerre, les premières venues ont été ces plantes messicoles et on les a adoptées avec ces couleurs bleu, blanc, rouge comme un emblème de la France. Il y a aussi des plantes qui ont été appropriées par la religion. Il y a aussi des plantes, on a retracé aussi des plantes des franciliens. Parmi elles, on a mis vraiment l'accent sur deux collections, une collection d'Aspidistra et une collection de yucca. Les yucca viennent plutôt d'Amérique et les Aspidistra, c'est plutôt des plantes qui sont venues du Japon. Les yuccas, je pense que tout le monde doit les connaître. C'est souvent des plantes qu'on trouve dans tous les centres de mairie ou dans la cabinet médical. Il y a toujours une plante de yucca qui traîne. Et les Aspidistra, peut-être, sont moins connues puisqu'elles étaient très, très à la mode au XIXe siècle. Puisque c'était les premières plantes qu'on pouvait rentrer à l'intérieur de la maison. Et donc, les gens riches avaient des Aspidistra et des yucca dans ces maisons. Et il y avait une coutume qui était de se photographier avec ces plantes comme un signe de richesse et de classe sociale. Cette Aspidistra venue du Japon a très peu d'exigences écologique, ça veut dire qu'elle s'en passe d'avoir beaucoup de lumière, on peut l'oublier, on peut ne plus l'arroser. Donc c'est une plante qui s'adapte très bien au foyer. Et elle a descendu sur la classe moyenne et on a une quantité de photos. Je sais pas si... non, c'est moi ça. Il y a une quantité de photos où on voit les Aspidistra. D'ailleurs, il y a une très belle série de photos de Doisneau, de Robert Doisneau, des années 40 et 50, où il montre, la série c'est sur les loges des concierges, et ces Aspidistra sont mis vraiment en valeur. Ensuite, on a aussi les plantes et l'alimentation. Alors là, que dire de ce qui a été la richesse des échanges sur cette thématique-là? Tout de suite après la découverte d'Amérique, donc tout de suite après 1492, toutes les plantes qui vont rentrer, la tomate, la pomme de terre, l'haricot, le maïs, je dois en oublier une quantité encore, le poivron, les cacao, les caoutchoucs, les cafés. Donc ces plantes, elles ont été tellement assimilées par les nouvelles sociétés, la société du Nouveau Monde, de l'Ancien Monde, pardon, des Européens, qui ont vraiment changé les habitudes alimentaires des plein de générations, et à quel point elles sont réussies à dire aujourd'hui qu'elles font partie des plats traditionnels comme le cassoulet, la ratatouille, etc. L'hachis parmentier. Qu'est-ce qui ferait tous ces plats-là sans ces migrants venus de l'Amérique? Tout ça, c'est évidemment jusqu'à maintenant le côté positif et le côté étonnant de ces échanges qu'on peut établir. Comme je vous racontais tout à l'heure, cet échange et cette rencontre que j'ai eue, moi, avec une plante. Par contre, justement, la plante avec laquelle, moi, j'ai fait une rencontre se situe dans le dernier des parterres, qui est un parterre dédié aux plantes interdites, aux plantes qui sont nommées plantes espèces exotiques envahissantes. Alors, on en parlera dans un autre point, oui. Liliana Mota. Voilà, je vais laisser la parole à... du problème du débat tout de suite. Exact. Là, voilà. Non, mais et effectivement, on a bien prévu d'en parler, mais je voudrais laisser la parole aussi à Émilie Stoll, parce que là, on se rend compte, justement, avec ce travail que vous avez mené ensemble, hein, et on va comprendre qu'il y a une pluridisciplinarité dans ces activités aujourd'hui, et nécessaire, indispensable. On se rend compte du rôle des humains qui ont depuis longtemps donc déplacé les plantes. Cela nous amène à relire l'histoire, Émilie Stoll.
Oui, disons que... Par exemple, l'EVA, je pense à vraiment ce travail que vous avez mené sur cette plante. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où donc les plantes sont arrivées sur Terre, ensuite, à partir du moment où l'humanité est aussi venue peupler la planète, la dispersion des plantes, elle va prendre une toute autre ampleur. Donc, les plantes circulaient déjà, comme Régis l'a décrit, mais les humains vont les faire circuler plus loin, vont les faire traverser les mers. Donc au début, ils sont partis à pied, ensuite avec les carrosses à cheval, après à voile avec les bateaux, et aujourd'hui avec tous les moteurs. Donc on observe une densification des flux de plantes, mais également un changement d'échelle. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on observe ça à partir de la lorgnette si on essaie de restituer l'histoire d'une plante en particulier, alors moi j'ai travaillé sur le caoutchouc, donc sur l'arbre à caoutchouc brésilien, l'EVA du Brésil, on se rend compte qu'il y a vraiment des stratégies, c'est-à-dire que les sociétés humaines ont mis en œuvre des dispositifs qui permettaient de rendre très efficace en fait cette circulation de plantes, de les acclimater, puis de les replanter dans d'autres territoires. Alors évidemment, là je vais vous parler d'un exemple qui est assez récent et qui date plutôt d'une circulation du 19e siècle, mais il faut penser que ces périodes charnières de l'histoire où on va observer des flux et des transpositions de plantes à différents endroits de la planète, en fait, ça va être associé souvent à des conquêtes et qui peuvent être très très anciennes. Pensez au rôle des Romains pour disperser des plantes venues d'ailleurs dans le pourtour méditerranéen, ou alors des conquêtes, par exemple les croisades, donc les guerres mondiales plus récentes, etc. Donc en fait, la géopolitique en fait et les guerres ont joué un rôle dans ces déplacements. Exactement, un rôle très très fort. Alors si on revient à l'exemple de l'EVA, donc vous voyez ici la plante, en fait c'est un arbre dont quand on saigne l'écorce, on laisse s'écouler, en fait le latex est situé, c'est pas la sève de l'arbre, c'est situé entre l'écorce, et donc on peut collecter ce latex qui durcit et ensuite peut être acheminé à d'autres endroits sous une forme solide, puis après il est reliquidifié pour faire toutes sortes de choses. Et donc, il y a plusieurs plantes à latex dans le monde. Et quand les Européens ont décidé que la meilleure plante à latex qu'on pouvait replanter était l'EVA du Brésil, ils se sont dit, où est-ce qu'on pourrait planter cette EVA pour que ça soit pratique, facile et le moins cher possible. Et donc, en fait, chaque pays a transplanté les EVA et aller chercher des graines en Amazonie et aller les transplanter dans leur colonie. Donc, par exemple, les premiers à avoir fait ça à grande échelle, c'est les Britanniques. Donc, ils sont partis chercher des graines au Brésil. Et ensuite, eux, ils possédaient des colonies asiatiques à Ceylan, donc actuel Sri Lanka, Singapour, ils avaient l'Inde aussi, donc plusieurs Thaïlande, etc. Donc ils ont pris ces graines, ils les ont plantées là-bas. Donc là, on est en 1870 par là. Et ensuite, 20 ans plus tard, la France fait la même chose, mais où sont les colonies françaises? Eh bien, en Afrique. Donc la France va ramener des plantes depuis l'Amazonie, les emmène à Paris, les met sous serre et hop, les renvoie dans ces colonies africaines et ensuite aussi également en Indochine. Les Allemands font la même chose avec leurs colonies africaines, donc le Cameroun, la Tanzanie, et puis les Belges font la même chose, pensez au Congo belge. Les Britanniques ont aussi toutes les colonies de la côte de l'Or, donc tout ce qui est actuel Ghana, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, aujourd'hui, on va retrouver
cette plante plantée dans ces pays tropicaux qui en fait correspondent exactement à la carte des anciennes colonies européennes. Est-ce que la dissémination comme ça de ces graines ou de ces plants d'EVA brésiliens dans les différentes colonies a eu pour effet des transformations, des adaptations, des mutations de ces espèces? Régis Christner? De ces espèces Oui, de ces EVA par exemple, ou de ces plantes que l'on voit. Est-ce que le fait de les transplanter, ça a joué justement sur ce qu'elles sont devenues? Il y a deux aspects. On collecte toujours des graines en nature, et on le fait encore aujourd'hui au jardin botanique. Et donc là, on extrait une génétique native, naturelle, et derrière, il peut y avoir un travail de sélection autour de l'agronomie tropicale, c'est-à-dire rendre l'espèce, j'aime pas trop ce terme-là, mais peut-être plus performante pour la production de latex, par exemple. Et là, c'est une autre intervention. En fait, on croise les plantes entre elles. Les meilleurs des meilleurs donnent les meilleurs des meilleurs. Et ensuite, on les multiplie végétativement plutôt ou par semis, et on les implante. Donc oui, on peut avoir des EVA plus performants sur ce strict aspect de la production de latex que l'EVA naturel. C'est la même chose pour le cacao ou pour toutes les plantes travaillées par Émilie. Là, on était dans le cas du latex naturel. Après la Deuxième Guerre mondiale, on arrivera à produire du caoutchouc de synthèse. C'est ça, on passera dans une autre société aujourd'hui. Peut-être qu'on revient au naturel. Oui, très très clairement. Et ce geste de la saignée, comme tu l'appelles, il est encore pratiqué aujourd'hui, et y compris pour collecter d'autres types de substances comme des résines. Oui. Il faut savoir que le latex naturel, donc qui est collecté sur l'arbre, en fait, il n'a pas le même rôle et il n'est pas utilisé pour les mêmes choses que le latex de synthèse. Notamment tout ce qui est la pneumatique, qui est très exigeante, a besoin d'un latex naturel. Donc c'est un véritable enjeu. Finalement, comme il y a beaucoup plus de demandes, même suite à la synthétisation du latex, finalement, il y a autant de production qu'avant, voire plus, en raison d'un effet de masse. Et d'autres plantes laticifères ont voyagé comme ça, selon les besoins des États-nations? Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est assez drôle parce que finalement, aujourd'hui, comme les plantations sont principalement faites d'EVA, on a l'impression que c'est un peu la seule plante à caoutchouc, mais c'est assez tardif. C'est que vraiment au début du XXe siècle que les pays européens ont vraiment dit, ben non, ce sera cette plante-là, parce qu'avant, ils ont fait des essais dans des jardins coloniaux, en fait, sur plein d'autres espèces laticifères, comme par exemple Ficus elastica, qui vient d'Inde, d'Asie. Il y avait aussi Funtumia elastica, qui est une plante, qui est un arbre aussi qui vient d'Afrique de l'Ouest. Il y avait des lianes, Landolphia africaine également. D'autres espèces, même en Amazonie. Les gommiers, en Amérique du Sud, ouais. Ouais, il y a plein en fait d'espèces. Et chaque espèce avait un type de latex aux propriétés différentes. Et certains étaient utilisés pour certaines, par exemple pour faire des câbles sous-marins, d'autres pour faire du pneu. Voilà, donc c'est assez complexe. Et ce qui est assez... alors une petite anecdote, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les pays comme par exemple l'Allemagne qui avait perdu ses colonies suite à la fin de la Première Guerre mondiale, ou les États-Unis qui n'avaient pas de colonies dans des pays tropicaux, ou la Russie également qui n'avait pas de colonies dans des régions tropicales, en fait, on cherchait à produire du latex à partir de plantes qui pouvaient pousser sur des sols froids. Et donc, un pissenlit originaire du Kazakhstan, le Coxsagis, a été l'une des différentes plantes qui ont été testées pour faire du caoutchouc, du latex, et qui est également toujours en fait en cours d'expérimentation, notamment aux États-Unis. J'étais cet été un mois là-bas pour étudier ça. Donc c'est vraiment des expérimentations. On cherche encore de nouvelles plantes ou des nouveaux procédés pour pouvoir continuer à produire du latex. Après, ce travail qui est en cours, réalisé par Margot Lyotet, c'est ça, du centre Alexandre Coiri. C'est-à-dire qu'il y a des travaux en ce moment aussi pour renseigner ces histoires, voilà, de végétaux et ce pissenlit russe, les soviétiques qui avaient réussi à le mettre au point dans les années 30 et qui
ce procédé va intéresser aussi Vichy, les Allemands, à Auschwitz, qui vont faire des essais. Et tout cela va amener une collaboration entre Russes et Américains en 1941. Enfin voilà, ce sont des histoires incroyables autour d'une plante comme le pissenlit russe. Exactement, oui. Régis Christner, est-ce que vous avez des exemples, Régis Christner et Liliana aussi Motta, des exemples peut-être de plantes déplacées à notre insu? Alors on parlait de la Deuxième Guerre mondiale, je crois que les chenilles... Oui, les chenilles des véhicules militaires étaient emplies de graines qui venaient de leur pays d'origine. Plus largement, on parle de flore, de polémoflore, de flore obsidionale, c'est un joli mot. C'est François Vernier, un Lorrain, qui a écrit sur le sujet. Et on imagine plus de 21 espèces qui s'y traduisent à leur insu les mouvements des conflits armés. Et je ne résiste pas à l'idée de vous montrer Syriacium montanum, une plante d'Amérique du Nord, qui est venue on la voit dans les forêts lorraines, on la voit dans les forêts d'Argonne aujourd'hui, une petite iridacée qui est charmantissime. On va la retrouver, voilà, c'est une petite fleur violette qui traduit du passage des soldats américains pendant la Première Guerre mondiale. Et encore aujourd'hui, on la voit s'épanouir sur des champs de bataille. Et il y a une forme de... Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une forme de poésie derrière tout ça. Oui, et quand Liliana Motta parlait de ces fleurs bleues, blancs, rouges et du jardin des altérités, le bleu, c'était le bleuet, le rouge, c'était le coquelicot, et le blanc, c'était... Vous vous souvenez? C'est la marguerite? Non, matricaire. La matricaire, une sorte de marguerite. Oui, c'est une sorte de marguerite, mais qui est vraiment surtout compagne des céréales, donc messicole. Alors une autre plante que vous connaissez bien, Liliana Motta, le réfort, amené en France par les travailleurs polonais? Oui, c'est une histoire assez étonnante que je raconte pour aussi montrer à quel point ces plantes racontent notre histoire. C'est en sortant du train sur la gare de Roubaix. J'étais avec un grand botaniste et je vois des plantes de raifort. Et je lui dis, regarde, il y a du raifort. Et donc, lui me dit évidemment non. Ce n'est pas des raifort parce que le raifort ne devait pas se trouver là, ça doit être un grand rumex ou quelque chose dans ce style-là. Donc on continue la promenade sur le canal de Roubaix et là encore, une fois, deux fois, je vois encore ces plantes de raifort dans la nature, chose qu'on ne voit pas du tout en région parisienne ou dans des autres endroits. Donc en fin d'après-midi, j'avais rendez-vous avec un docteur en écologie de l'Université des sciences de Lille et je lui demande, docteur, est-ce que c'est normal que je vois du raifort partout? Et il me dit, oui, c'est normal parce qu'il y a un siècle, il y avait une colonie des Polonais qui sont venus travailler dans les mines ici à Roubaix, qui sont très friands de cette légume et depuis maintenant, on la trouve échappée donc de ces jardins un peu partout, comme une mauvaise herbe sur la ville de Roubaix. Et donc, moi, c'est ce qui m'a permis de prêter attention sur cette plante, c'est de comprendre toute une partie de l'histoire de ce site industriel qui est à Roubaix, juste en regardant une plante. Donc, c'est ça qui est intéressant, de cette attention portée aux plantes. Et c'est un condiment qu'on utilise, pas au quotidien, mais presque en Alsace pour agrémenter la choucroute. Voilà. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas goûté au réfort à essayer l'expérience piquante de cette plante. Une autre anecdote dans le même style, notre collègue Irène Dos Santos, qui est anthropologue et qui avait fait toute une enquête sur les descendants de migrants portugais en France. En fait, quand elle a été faire son terrain à Clermont-Ferrand, dans la banlieue de l'usine Michelin, elle avait, elle reconnaissait les maisons habitées par des Portugais ou des descendants de Portugais parce qu'il y avait du chou cavalier, donc le chou galicien, planté dans les jardins. Donc c'est une autre façon assez drôle de pouvoir identifier en fait
voir le lien entre des végétaux et des origines extérieures. Déplacements humains et les déplacements des végétaux. Alors on en arrive à ces fameuses espèces dites ou considérées comme invasives ou mauvaises plantes, etc. Les termes, c'est intéressant quand même de poser la question de notre regard sur ces plantes. Qui veut commencer? Liliana Mota? Non, pas tout de suite. Mais oui, il y a des termes un peu tabous derrière l'idée de plantes exotiques envahissantes, mais elles sont définies comme telles dans des listes avec des arrêtés européens repris par les gouvernements, avec l'obligation d'éradiquer ces espèces. Alors, il faut vraiment faire un parallèle entre des écosystèmes très particuliers sur des îles ou sur des petits territoires où c'est vrai qu'on peut complètement chahuter une biodiversité en place avec quelques espèces qui viennent pas de là. J'ai déjà envie de te couper la parole. C'est possible ou non? On y va. Tu as tous les droits, Liliana. Justement, c'est ce qu'on est en train de se rendre compte aujourd'hui, c'est que même dans des îles, on trouve les îles Rodriguez qui sont près de l'Afrique, où il y avait un déclin des oiseaux qui étaient endémiques à l'île, les phodias, des petits oiseaux qui étaient en voie de disparition, à cause desquels leur habitat était déforestation, donc c'est des oiseaux, donc ils sont des niches dans des arbres, donc la déforestation les mène à être en déclin des populations. Et là, qu'est-ce qui arrive? Des plantes exotiques interdites, introduites, qui arrivent sur l'île Rodriguez et qui permettent à ces oiseaux endémiques de nicher et en quelques années régénérer une population. Donc, si je peux me permettre, on est dans une comment dire, sans être méchante, quoi. C'est que des classements anthropocentrés, c'est un langage politique. Ça veut dire que ça fait à peu près une soixantaine d'années qu'on est dans un paradigme qui nous a été concocté par des scientifiques travaillant sur les invasions biologiques et qui est complètement dépassé, sur lesquels on n'arrive plus à résoudre des situations et sur lesquels il va falloir absolument qu'on sorte de cette dichotomie d'un natif, un indigène qui est bon et un étranger qui est méchant. Ça, évidemment, avec mon accent, vous dites, bah oui, elle a un peu intérêt que ça, comme ça. Mais ce n'est pas... C'est vous qui le dites, hein, Liliana. Voilà, nous, on vous accueille avec bonheur et plaisir. Hein. C'est ce que je veux dire, c'est que ces raisonnements-là, c'est des jugements des valeurs faits par des scientifiques qui ne sont pas donc des raisonnements qu'on peut permettre à la science. C'est des raisonnements de l'ordre sociologique ou de l'ordre politique, mais qui n'ont rien à voir. La science ne peut pas avoir un jugement des valeurs. Donc, ça ne peut plus exister, surtout aujourd'hui. En plus de ça, tous les gens qui parlent des... C'est pour ça que je t'ai coupé, parce que je la connais par cœur, l'histoire des plantes invasives. Moi aussi. Oui, mais c'est plutôt dans les îles. Ah oui, mais c'est la 12e cause mondiale. Nanana. C'est toujours du copier-coller des articles, à chaque fois, pareil, le premier livre qui a été fait dans les années 50 par Elton sur les plantes envahissantes, personne ne l'a lu. C'est un livre qui est une catastrophe, ce livre. Ce n'est pas un livre scientifique, quoi. C'est un livre qui dit, je peux le dire ça, que des conneries. Alors, moi, je vais citer un livre qui n'est pas une catastrophe et qui est un trésor et qu'il faut lire sur le sujet. C'est un livre de Jacques Tassin. 2014, voilà, les plantes invasives, qui a peur de ces invasions biologiques. Et en fait, il remet, si je peux m'exprimer comme ça, l'église au centre du village et il manipule avec énormément de talent tous ces concepts-là. Alors, moi, je ne conclus pas, je constate. Voilà. Et c'est vrai que j'ai la chance de passer du temps dans la nature et je constate des paysages qui évoluent très rapidement
avec des plantes qui s'invitent. Je pense qu'on peut citer ce terme-là. Ça fait penser à l'expression de Hubert Reeves qui aimait parler des plantes non invitées. Oui, les plantes non invitées, Hubert Reeves, évidemment. Et donc des paysages qui changent, et vous pouvez tous le constater en regardant quasiment depuis votre fenêtre ou dans la nature ordinaire qui est juste à côté de chez vous. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je ne me positionne pas sur la question. Réglementairement, on est obligé de dire qu'il y a certaines espèces qui sont interdites au commerce, parce que trouver encore Pistia, que je montrais tout à l'heure, des plantes qui sont souvent liées à des milieux aquatiques et qui ont réellement un caractère comme la Jussie qui peut être un peu étouffant. Bon, il faut simplement les enlever du commerce et arrêter d'en faire commerce. Et après, laissons faire la nature. Considérons que la nature est bien faite. De toute façon, tu veux sortir du commerce des plantes qui sont un peu partout. Donc, voilà, qui aurait intérêt de vendre des plantes qu'on ne peut pas trouver partout. Ensuite, tu parles de la choussie, mais tu ne parles pas de la Calorpa taxifolia, l'algue tueuse de la région méditerranéenne, où on a écrit pendant des années des articles en disant que... L'herpa taxifolia, c'est les herbiers qui menacent les herbiers de Posidonie dans l'écosystème. Mais elle a disparu. Il n'y a plus une seule. Et personne n'est capable aujourd'hui d'expliquer pourquoi elle a disparu. Donc, en fait, il faut quand même comprendre, ce que je t'ai dit tout à l'heure, il faut sortir de cette dichotomie. L'étranger, c'est lui qui est là pour pouvoir comprendre quelque chose. On est en plein mouvement. Alors, j'ai juste envie de citer une formule. Je passerai la parole à Émile Stoll et on passera la parole. Pas vocation à faire l'unanimité, mais elle est basée sur voilà ma vision de l'évolution des écosystèmes. Ces espèces dites envahissantes qui s'invitent, elles ne nous devancent jamais, elles nous précèdent. Et aussi, elles sont marqueurs d'un aménagement du territoire qui a souvent tapé un peu durement du fait de l'action de l'homme. Et c'est vrai que la renouée du Japon, qui peut être un peu envahissante sur des bords de rivières, c'est en général des rivières qui ont un fonctionnement écologique modifié via l'incision. Je ne vous parle pas de tous ces mécanismes-là, mais retenons quand on voit un champ d'une espèce qu'on a montré comme invasive avec un gros doigt réglementaire. Aujourd'hui, on en découvre les vertus aussi. Oui, aussi, mais c'est souvent dans un espace qu'on a largement modifié, nous. Voilà. Et qui donne l'opportunité à la plante de se développer. C'est certain. Liliana, non, je vais juste dire un truc. C'est certain. C'est ce que tu dis, c'est certain. Mais ça évolue. Maintenant, par exemple, à la presqu'île de Grenoble, on trouve des Rauneutria mélangés avec toutes les autres plantes et pas un système monospécifique. Ça veut dire que ces plantes-là, il y a un moment où elles arrivent, il y a un moment aussi où ils s'en vont. Elles repartent. C'est comme des plantes pionnières qui préparent le terrain pour des plantes qui viendront après. Et qu'aujourd'hui, on est sur la moitié de la planète, elle est en guerre, et l'autre moitié de la planète, elle est sur des régimes totalitaires. Et tu veux me dire quel problème de la biodiversité est dû à quelques plantes? Non, mais problème, la question de la biodiversité. Liliana, il faut qu'on passe aussi la parole à la salle, mais je pense que ça nourrit beaucoup le débat, on l'aura compris. Émile Stoll, vous vouliez rajouter quelque chose rapidement et puis on prend les questions dans la salle. Oui, je voulais juste faire un pas de côté, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un débat qui est vraiment passionné, et là on voit bien que la politique et les points de vue s'invitent dans la manière dont on qualifie les végétaux, parce que si on prend l'exemple de nos paysages, les paysages les plus typiques, regardez les champs de lavande qui font la Provence, ou alors un bord de mer, je ne sais pas si on aura quelques images, un bord de mer de Bréa en Bretagne avec ses agapantes, ses pins maritimes, les choses qui représentent des régions françaises. Tout ça, c'est des plantes qui viennent d'ailleurs. Les agapantes viennent d'Afrique du Sud, la lavande de Perse, enfin la lavande qu'on trouve en Provence. On peut parler des géraniums rouges en Alsace, originaires aussi d'Afrique du Sud. Les hortensias originaires du Japon, etc., etc. Donc finalement, c'est vraiment ce qu'on investit, nous, en tant que société d'accueil de ces plantes dans ces végétaux, qui va finalement faire des étiquettes plutôt, c'est des plantes locales, c'est des plantes qui viennent d'ailleurs, elles sont invasives, etc. Et je pense que
c'est une chose vraiment centrale dans la manière. Nous amène à changer notre regard aussi sur les paysages, les considérer autrement. Allez, on va prendre ce temps-là avec vous. Quelques questions dans la salle. Oui, des doigts qui se lèvent. Hop. Ah oui, il faut vous donner les micros. Voilà, monsieur. Et ensuite... Bonsoir, merci pour cet échange. J'ai assisté à 2 rencontres organisées autour du chercheur Stéphane Rostin, qui dit que la forêt amazonienne n'est pas une forêt primaire, mais que ça serait un vaste jardin élaboré par les peuples américains indigènes. Est-ce que c'est vrai ? En tout cas, oui, c'est ce qu'on sait depuis un certain nombre d'années. Déjà, oui, en effet, c'est une forêt aménagée. Et donc, aujourd'hui, les archéologues retrouvent des... Moi, je suis anthropologue, je ne suis pas archéologue, mais il y a des archéologues dans la salle qui pourraient peut-être mieux répondre. Mais les archéologues retrouvent des sites d'anciens peuplements à travers la végétation parce que les anciens occupants ont planté des arbres fruitiers, etc., etc. Et d'ailleurs, la migration, on va dire, régionale des plantes, comme par exemple le cacao, qui est une plante native d'Amazonie, on arrive aujourd'hui, grâce aux restes archéologiques, à retracer des migrations régionales. Et on sait aujourd'hui que l'origine, c'est l'Amazonie et que ce n'est pas le Mexique, par exemple. Donc pour arriver au Mexique, le cacao, il a déjà migré d'Amazonie et il a été planté, etc. Donc... tout ça, c'est des manières d'utiliser la forêt comme un grand jardin. Une question au premier rang, monsieur ? Merci beaucoup. J'avais 2 questions, mais je ne sais pas si je peux les poser toutes les 2. Une est relativement simple, l'autre est peut-être un peu plus, je ne sais pas. La première, c'est je me posais la question sur la fonctionnalité biologique en fait, du latex qu'on récolte à partir de l'arbre à caoutchouc. Et la deuxième, c'est, je ne sais pas si on s'y est intéressé ou pas, est-ce qu'on a une idée de quand est-ce que l'humain a provoqué des dégradations massives d'écosystèmes dues à l'importation d'une espèce de plante en particulier? Alors, qui veut répondre ? Émile Stoll, déjà, sur la première question. Qu'est-ce que c'est qu'une... La fonctionnalité écologique des latex. Alors, biologique, à quoi il sert à l'arbre? Alors, est-ce qu'il faut que ça serve à quelque chose? Première question. Deuxième élément, vous savez que dans une plante, il y a une sève brute, une sève élaborée, et dans ces cas des plantes à latex, un troisième réseau qui peut correspondre à des circulations de molécules très lourdes et très complexes dans la plante, et aussi une fonction de réparation sur des blessures, avec des sèves, des latex qui ont un état liquide dans la plante, visqueux puis solide, une forme de coagulation à l'air, quoi. Voilà. Après, sur les dommages environnementaux liés à l'exploitation ou à la plantation de plantes ou à la surexploitation, je pense que c'est des choses qui sont très anciennes et qui sont vraiment disséminées partout dans le monde. Ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que là, depuis plusieurs centaines d'années, il y a vraiment une densification, une accélération, on va dire, de ça, et c'est plus documenté aussi. Mais on sait qu'il y a des sociétés très anciennes qui ont périclité ou qui ont eu des problèmes de soutenabilité liés à la surexploitation de ressources. Autre question dans la salle? Oui, madame, vers le fond, voilà. Merci, bonsoir. Une question sur l'impact génétique de la dissémination des graines, notamment au vu du changement climatique. Quelles en sont les conséquences et ainsi sur la faune? Est-ce qu'elle se déplace en même temps? Voilà. Alors, le réchauffement climatique et son influence, son effet aussi sur la dissémination des plantes et sur la génétique. Alors, s'il y a une dépendance très très forte, symbiotique entre l'insecte pollinisateur et la plante, il faut que les deux voyagent ensemble. On sait par exemple que la vanille,
en dehors de son aire d'origine, il faut la polliniser à la main parce que son insecte n'a pas suivi la migration physique de la plante. À l'inverse, moi j'attire votre attention là-dessus. Si l'entomofaune décroît, et on sait qu'on a un vrai problème dans nos climats tempérés sur l'action des pollinisateurs, c'est tout un cycle qui s'effondre. Vous savez que les tomates sont pollinisées par des insectes, pas forcément des insectes d'Amérique du Sud, mais des insectes qui se sont appropriés ces fleurs-là. Plus de bourdons, plus de tomates, plus de pisards. Enfin, vous avez compris l'effondrement rapide du cycle. Donc voilà simplement sur la dépendance. En fait, ce qui se joue sur les dérèglements climatiques, c'est la rapidité des changements. Mais je veux juste aussi rebondir sur la question de l'idée d'une forêt primaire amazonienne. C'est Francis Allais en ce moment hein, qui communique beaucoup et qui milite même pour l'idée d'une forêt primaire européenne. Nous, on a vécu la glaciation. Hein, vous connaissez l'histoire, elle commence à être bien connue sur la migration des chênes. Les chênes des forêts tempérées françaises ou anglaises, ils ont toutes une origine ibérique, puisque l'Espagne et même le bas de la péninsule espagnole était la réserve des chênes qui s'étaient complètement recroquevillés suite à la dernière glaciation. Et en quelques milliers d'années, les chênes ont reconquis l'Europe, alors avec l'intermédiaire peut-être des humains qui semaient des glands, mais probablement des oiseaux, parce que un gland, c'est une graine qui est très lourde, hein, qui tombe sous l'arbre. La graine qui tombe sous l'arbre, elle n'a pas beaucoup de chances de bien vivre sous l'ombre d'un grand arbre. Mais bon, c'est par exemple le jet des chênes hein, qui a donné quelques centaines de mètres plus loin dans la clairière à côté et qui a contribué aussi à réorganiser en quelques milliers d'années les très belles chênaies qu'on a aujourd'hui en France ou en Angleterre. Voilà. Si je puis rajouter juste quelque chose, en fait, on se rend compte actuellement avec la globalisation, etc., qu'il y a aussi une contraction en fait, de la diversité des graines, notamment pour tout ce qui est les plantes alimentaires. Et ça, c'est lié justement aux manipulations génétiques qui vont faire en sorte plutôt d'encourager les agriculteurs à utiliser des semences qui sont faites en laboratoire, etc. Et donc, j'étais ce week-end à Antibes aux rencontres des semences paysannes. Et en fait, actuellement, on est dans une période aussi depuis 200 ans où il y a une vraie contraction de la diversité de semences pour ces plantes alimentaires liées aux migrations et aux manipulations génétiques. Régis Christner. Oui, l'espace d'un instant, il y a c'est plutôt anxiogène, hein, cette contraction et cet appauvrissement génétique. Il y a aussi une frange de la recherche qui s'intéresse à une génétique sauvage pour réintégrer dans des espèces cultivées une forme de rusticité. Je vous parle d'une espèce horticole toute bête, hein, qu'on connaît et qu'on aime bien. Il y a une très belle roseraie au Jardin des Plantes, il y en a d'autres dans Paris. Aujourd'hui, les obtenteurs de roses réutilisent des roses botaniques pour renforcer les cultivars de roses, parce que maintenant qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires, en tout cas nous particuliers et nous collectivités comme la ville de Paris dans les jardins, on a besoin de la rusticité dite sauvage et de réendurcir nos plantes à des conditions qui se durcissent aussi. Climatiquement, on peut utiliser des roses botaniques un peu plus méditerranéennes pour accéder à des résistances climatiques, etc. etc. Donc, c'est aussi une façon de se réjouir et de voir dans ce vivier génétique des plantes sauvages des occasions pour nous de continuer à grandir avec les plantes, tout en sachant qu'on est au quotidien totalement dépendante d'elles. Et on voit bien aussi ce phénomène d'aller chercher des plantes plus résistantes en agriculture, dans les vignobles. L'INRAE travaille beaucoup aussi sur ces questions-là. Liliana Motta, en tant qu'artiste, justement, ces questions environnementales, climatiques, elles s'invitent, on imagine, dans vos réalisations, dans vos créations. Vous y pensez à ces plantes peut-être que vous utilisez comme des alliés aujourd'hui. On pense aussi aux toits végétalisés, aux plantes que l'on utilise pour dépolluer les sols contaminés, voilà, pour restaurer ce que l'humain a détruit ou bouleversé. Oui, évidemment, oui.
Tu veux répondre? Non, le micro. Oui, évidemment que c'est des préoccupations constantes et aussi, comme tu le disais, sur les forêts et sur les nouvelles plantations qu'on doit faire, mais c'est compliqué et donc on a besoin d'expérimenter, oui. Et c'est la seule solution aujourd'hui pour trouver des solutions à ces changements qui viennent. Donc, évidemment, c'est pas si facile que ça de planter des plantes méditerranéennes plus en eau, parce que, bon, de toute façon, plus en eau, il y a beaucoup trop de pluie pour l'hiver. Donc, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à nous. Et la seule manière qu'on peut faire face à ça, c'est la curiosité et l'expérimentation. Encore peut-être une question. Voilà, mademoiselle. Oui, justement, ça allait dans le sens de la vôtre, et c'était pour Liliana Mota. Et justement, j'apprécie beaucoup dans ce projet Ex-Origine, que je connaissais déjà, le fait de se saisir des migrations végétales aussi par l'art. Et je me suis demandé si vous voudriez bien revenir sur certaines réalisations que vous avez faites avec la renouée du Japon, et qu'est-ce que ça fait comme recherche artistique de faire avec cette plante-là? Qu'est-ce qui ressort comme esthétique peut-être? Si tu veux, pour moi, ces plantes-là m'ont donné les racines que je n'avais pas ici. Donc, je pense que l'analyse de toute plante, comme de toute autre chose, un objet, peut t'amener très très loin dans une recherche artistique ou autre. J'ai d'abord essayé de trouver à cette première plante que j'avais rencontrée ses copines, ses tantes, sa famille, et j'ai installé cette collection dans un terrain agricole dans la Sarthe, et cette collection, malgré qui avait déjà, parce que c'est une collection qui a été faite dans les années 90, mais avait déjà des instructions sur les plantes envahissantes, mais malgré tout ça, elle a été classée comme collection nationale. Et cette collection nationale a servi de jardin botanique, des jardins d'agrément pour un village où il n'y en avait pas. Donc, c'était aussi à se demander quelle était la contribution de cette collection pour la biodiversité. Est-ce que c'était au contraire quelque chose qui l'anéantissait ou c'était un moyen aussi d'établir des liens? Ensuite, sur cette plante-là, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit jamais et qui ne sont pas exploitées, mais c'est une manière aussi de la connaître, c'est que c'est une plante médicinale, qu'on fait du papier avec cette plante, ça a été utilisé pour du fourrage et c'est même utilisé comme un insecticide vert. Donc, je pense que il y a, je n'ai pas du tout, j'ai pas du tout arrivé à cette plante avec une idée préconçue. C'est elle qui m'a montré toutes ses vertus, voilà, c'est ça? C'est ça. D'ailleurs, à l'époque, je travaillais dans la mode. Je n'étais pas du tout botaniste ni quoi que ce soit. Donc ces plantes-là, c'est une rencontre, ça arrive avec des gens. Il y a des gens, vous rencontrez quelqu'un qui vous change la vie, quoi, qui peut-être va faire que vous êtes plus dentiste, vous allez être architecte, quoi. Moi, c'était avec une plante. Vous avez rencontré la renouée du Japon. Et c'est avec elle qu'elle a dirigé, si tu veux, mes études. J'ai repris des études. J'étais ici au Muséum d'Histoire naturelle, reprendre des études de botanique. J'étais à l'université. Voilà, je fais beaucoup des investigations. J'ai aussi interviewé beaucoup de monde, des écologues, des historiens, des philosophes, des sociologues autour, parce que tout d'un coup, on me disait, votre plante, c'est une saloperie, quoi. Et voilà, pourquoi. Aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était ces mêmes qualités écologiques. Les gens qui disaient c'est une saloperie, ils parlaient de ses qualités écologiques, ça veut dire sa capacité
à s'installer dans des endroits où des autres plantes ne pouvaient pas s'installer. Mais je répète, ce n'était pas du tout pour moi comme on peut avoir aujourd'hui les gens qui font du terrorisme végétal ou des choses comme ça. Ce n'était pas du tout pour... c'était vraiment une rencontre. Ça a été avec cette plante et pas avec des roses ou des autres. Merci, merci à tous les trois aussi de nous avoir fait réfléchir à notre rapport au commun, aux conséquences de nos gestes, hein, de nos actions, et peut-être qu'on deviendra des humains jardiniers un petit peu plus massivement. Merci beaucoup.